Salut, c'est Doc, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler du Bitcoin. Afin de bien comprendre cette vidéo, vous allez avoir besoin de voir ma précédente vidéo qui explique la blockchain. Je vous mets le lien en description. Bon visionnage à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les principes de fonctionnement de base du Bitcoin, comment les stocker et les dépenser. On fera un petit zoom technique aussi, assez intéressant, et on verra enfin le rôle des mineurs au sein de l'écosystème des Bitcoins. J'avais prévu un quatrième chapitre, mais j'en ai tellement à dire sur celui-là que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Le Bitcoin est un code informatique open source. Il fonctionne sur une blockchain. On peut également l'entendre sous la dénomination BTC. C'est un registre de transactions. On pourra également entendre parler d'UTXO. Il y a 21 millions de bitcoins et pas un de plus. Un bitcoin peut se diviser jusqu'à 8 décimales, la plus petite décimale étant appelée le Satoshi. Le bitcoin est une monnaie mondiale, elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut s'en servir. Aucune banque ni gouvernement ne peut venir saisir des bitcoins. Seul le propriétaire des bitcoins peut les dépenser à sa guise. Et ça, c'est une réelle révolution dans l'histoire. C'est la première fois qu'une monnaie appartient réellement au peuple. Pour faire une comparaison avec notre système actuel, on pourrait voir le Bitcoin comme un registre capable de stocker tous les mouvements d'un billet par rapport à son numéro de série. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne vit plus avec un système de monnaie principalement, mais on est plutôt à l'heure du numérique. On se sert essentiellement de carte bleue. Donc on verrait plutôt ça comme un historique de l'ensemble des transferts numériques. Sauf qu'au lieu de devoir passer par une banque pour que cela fonctionne, et que seul le gouvernement et la banque puissent voir ce qu'il se passe au niveau des transactions, avec Bitcoin, on se sert d'une blockchain et c'est l'ensemble du monde entier qui peut consulter les transactions qui s'effectuent sur cette blockchain. Et côté vie privée, vous allez me dire, c'est pas terrible. Pas de souci, aucune information personnelle sur Bitcoin. Ça fonctionne avec des clés publiques et des clés privées. Il faut voir la clé publique comme votre RIB ou votre IBAN. Cela permet à n'importe qui d'effectuer un virement sur votre compte bancaire. Et la clé privée comme le numéro de sécurité se trouvant au dos de votre carte bleue, qui permet de dépenser les fonds présents sur votre compte bancaire. Il faut savoir, c'est que on ne peut pas savoir qui se trouve derrière une adresse Bitcoin. Et une personne peut posséder plusieurs adresses Bitcoin. N'importe qui peut voir ce qui se passe sur une adresse publique, mais on ne peut pas savoir qui possède la clé privée pour dépenser les sous disponibles sur cette adresse publique. Le Bitcoin fonctionne avec des adresses privées et publiques. Ces adresses se stockent dans ce qu'on appelle des wallets. Les wallets peuvent être physiques, en papier, mais la plupart du temps, ils sont logiciels, sur PC et smartphone. Je reviendrai plus tard sur la partie papier. Les wallets logiciels hébergent donc l'ensemble des clés privées et publiques de vos comptes Bitcoin. Ils sont protégés par des mots de passe. Ainsi, personne ne peut dépenser vos bitcoins sans connaître le mot de passe de votre wallet logiciel. Ils fournissent également une série de 12 ou 24 mots qui permet, lors de pépins accidentels, vols, etc., à la boulette. de vos équipements informatiques, de pouvoir les récupérer sur un nouvel équipement simplement en remettant ces 12 ou 24 mots. Vous récupérerez ainsi l'ensemble de vos clés Bitcoin que vous avez perdues sur votre ancien équipement. Pour transférer du Bitcoin, plusieurs manières. Vous pouvez envoyer par exemple un wallet paper contenant l'adresse publique et privée. C'est un petit peu dans ces cas-là comme si vous donniez votre login et mot de passe de votre compte bancaire. La personne recevant la clé privée et publique pourra dépenser l'entièreté des bitcoins présents. La plupart du temps, on utilise donc des wallets logiciels. La personne voulant recevoir des bitcoins va présenter son adresse publique et la personne envoyant les bitcoins va donc entrer le montant à envoyer et scanner l'adresse publique. Dans notre exemple, 0,01 bitcoin vont être envoyés. Une fois les informations rentrées et validées par l'utilisateur, le wallet logiciel se connecte sur la blockchain Bitcoin pour rentrer ces informations. Dès que le bloc Bitcoin contenant ces informations aura été validé, le transfert des Bitcoins aura lieu.
Mais si on regarde bien le détail de notre opération, quand les comptes se mettent à jour, on s'aperçoit qu'il manque quelques satoshi. Mais où est bien pu passer ces 0,000242 BTC? Dans la finance traditionnelle, lorsque vous payez par carte bleue chez un commerçant, c'est le commerçant, celui qui reçoit l'argent, qui doit payer un pourcentage de la transaction à la banque. Dans le Bitcoin, c'est différent. Les frais de transaction sont fixes et ils sont payés par celui qui envoie les Bitcoins. On va maintenant voir en détail comment ça fonctionne. Beaucoup de personnes se sont réveillées un matin en voyant que leur wallet paper était vide. En zoomant sur l'explication technique qui va arriver, vous allez comprendre comment un wallet paper se vide. Effectivement, si vous voulez transférer juste une partie des bitcoins présents sur votre wallet paper, vous devez importer la clé privée dans votre wallet logiciel, afin de pouvoir dépenser juste une partie des bitcoins présents. Voici le détail d'une transaction avec un wallet logiciel. Lorsque vous envoyez vos 0,01 BTC à l'adresse publique de votre choix, ce portefeuille logiciel va également créer une nouvelle adresse publique et privée sur laquelle il va envoyer la différence des bitcoins qui n'ont pas été dépensés sur la première adresse. De cette manière, la première adresse se retrouve avec un solde de bitcoin à 0. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de personnes perdent leur bitcoin sur leur wallet paper une fois qu'ils en ont envoyé une petite partie. Mais pas de souci, tant que vous possédez les 12 ou 24 mots permettant de ressusciter votre wallet logiciel, vous pourrez récupérer l'accès à ces nouvelles clés fraîchement créées. Et bien entendu, il y a les quelques satoshi qu'on a vus précédemment qui sont envoyés pour valider la transaction auprès des mineurs. Vous l'aurez compris, les mineurs servent à valider les blocs Bitcoin. Ne commencez pas à mettre des coups de pioche dans votre ordinateur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mineurs sont des équipements physiques qui ressemblent à peu près à ça. On peut voir ça comme des processeurs spécialisés au calcul de Bitcoin. Ils n'ont qu'une seule fonction, faire des calculs Bitcoin. Mais de quel calcul je parle là? Le Bitcoin fonctionne sur la preuve de travail. C'est grâce à ce processus informatique qu'il est possible de valider les nouveaux blocs Bitcoin. Il faut en fait trouver une équation mathématique assez complexe, bien plus complexe que celle qui apparaît à l'écran, mais facilement vérifiable. L'opération est très dure à trouver, x n'est pas simple du tout à trouver, on va donc essayer plusieurs combinaisons de manière aléatoire. Et le premier mineur à trouver le résultat peut donc l'annoncer à l'ensemble du réseau en disant voilà, j'ai trouvé le résultat. Et une fois qu'on a X, il est effectivement très simple de valider que le mineur a bien trouvé la bonne réponse. Un bloc sur la blockchain Bitcoin se valide environ toutes les 10 minutes. Donc plus il y aura de puissance de calcul, plus les blocs seront trouvés rapidement. Pour pallier à ça, le code Bitcoin ajuste donc la difficulté de l'opération à trouver en fonction de la puissance de calcul disponible sur le réseau Bitcoin. Une fois qu'un mineur a trouvé la solution, il l'annonce donc au réseau et va toucher les frais de transaction compris dans le bloc qui vient de valider, plus de la création de quelques bitcoins. On a dit qu'il y avait 21 millions de bitcoins, et là on parle de création de bitcoins. Comment ça fonctionne? C'est comme les banques centrales, on passe un coup de fil, on imprime des billets autant qu'on veut? Absolument pas. Il y a bien 21 millions de bitcoins. Par contre, ces 21 millions de bitcoins n'ont pas encore tous été créés. À chaque création, à chaque validation plutôt d'un nouveau bloc, le mineur touche une récompense avec la création de quelques nouveaux bitcoins. Les derniers bitcoins seront créés aux alentours de 2140. Et comme on peut voir, ces récompenses diminuent d'année en année. Enfin, pas vraiment d'année en année, c'est plutôt tous les 4 ans. En fait, on parle d'un halving, c'est-à-dire que tous les 4 ans, la création de Bitcoin, qui récompense les mineurs trouvant un nouveau bloc, est divisée par 2. Bon, normalement je devais m'arrêter là, mais il me paraît impératif de vous donner quelques petites précautions pour ne pas rentrer dans l'histoire des malchanceux avec Bitcoin. Le premier, c'est toujours bien sauvegarder ses clés privées et mots de passe permettant de récupérer ses wallets logiciels. Et ne les sauvegardez pas uniquement sur votre ordinateur, mettez-les bien au chaud. Car comme beaucoup, si votre ordinateur plante, il ne vous restera que vos yeux pour pleurer. Quand vous achetez du Bitcoin sur un exchange,
Tant qu'il est sur l'exchange, le Bitcoin ne vous appartient pas réellement, même si vous avez les meilleurs mots de passe du monde pour accéder à votre exchange. La seule et réelle manière de posséder du Bitcoin, c'est quand on possède la clé privée. Donc tant que vous n'avez pas votre Bitcoin avec votre clé privée, le Bitcoin ne vous appartient pas réellement. Et croyez-moi, beaucoup de personnes ont pleuré lors des hacks géants qu'il y a pu y avoir sur certains exchanges par le passé. Beaucoup de personnes ont également été enterrées avec leur clé privée, privant ainsi leur descendance des bitcoins qu'ils avaient chèrement accumulés. Le meilleur moyen, c'est de mettre ça chez un notaire, dans une simple enveloppe, avec le moyen pour votre descendance de récupérer l'accès aux bitcoins que vous avez accumulés tout au long de votre vie. Et je vous rappelle que le bitcoin, c'est l'argent du peuple, donc l'État n'aura aucun moyen de se servir sur cet héritage. Ça y est, nous voilà à la fin de cette vidéo. Le moment pour moi de vous faire les yeux doux pour mon pouce bleu et vos abonnements, mais vous connaissez l'essentiel, c'est de partager l'information, car le partage du savoir, c'est ce qui est le plus important. Bon, ok, un petit bat, ça me ferait plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre comment fonctionne le Bitcoin. Bien entendu, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. En complément de cette vidéo, je vous invite à aller voir celle sur la gestion des mots de passe, comment gérer ces comptes, qui vous permettra de bien protéger l'accès à vos bitcoins. Allez, salut, à la prochaine!